Nous venons d'étudier les différentes phases du potentiel d'action et les mouvements ioniques transmembranaires qui étaient associés. Toutefois, ce que nous venons de voir, c'est ce qui se passe à un endroit très précis de la membrane d'un axone. Or, comme vous le savez maintenant, les potentiels d'action, ils ont pour fonction de transmettre les messages nerveux le long des neurones, parfois sur de longues distances. Donc, comment les potentiels d'action se propagent-ils? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Sachez en premier lieu que la propagation des potentiels d'action se fait de façon différente dans les neurones dont l'axone est myélinisé ou non myélinisé. On dit que la propagation se fait de proche en proche, le long des axones amyélinisés, c'est-à-dire non pourvus de myéline. On parle en revanche de conduction saltatoire le long des axones myélinisés, dont nous avons parlé dans la première partie de ce cours. D'abord, concernant la propagation de proche en proche, propre aux axones myélinisés. Il faut imaginer ce qui se passe avec des dominos. Donc on en fait tomber un qui entraîne la chute du suivant, qui lui-même entraîne la chute du suivant, etc. Dans le cas de la propagation de proche en proche, c'est un peu la même chose. L'ouverture des canaux voltage dépendant à un point précis de la membrane, de l'axone, va générer un courant dans le neurone qui va permettre l'ouverture de nouveaux canaux sodiques, voltage dépendant en aval, etc. L'ouverture de ces canaux permet ainsi au potentiel d'action de se propager sur de longues distances sans atténuation, c'est-à-dire sans perdre en amplitude. Ce n'est pas du tout le cas lors de la génération de potentiels gradués qui sont, je vous le rappelle, des changements de potentiel membranaire insuffisants pour permettre la génération d'un potentiel d'action. Avec des potentiels gradués, le courant n'est pas suffisant pour ouvrir les canaux Na+ voltage dépendant adjacents, ce qui entraîne un affaiblissement du signal avec la distance. Sur cette figure, vous pouvez voir ce qui se passe sur le segment d'un axone. Donc, la stimulation de l'axone entraîne un flux entrant d'ion sodium, générant un courant dans le neurone, qui permet l'ouverture des canaux en aval. Donc, le potentiel d'action se propage ainsi et laisse dans son sillage l'action des canaux K+ voltage dépendants qui, je vous le rappelle, mettent plus de temps à s'ouvrir et qui ramènent progressivement le segment membranaire qui vient d'être dépolarisé à des valeurs de repos. La propagation des potentiels d'action, elle se fait toutefois à des vitesses différentes en fonction du diamètre de l'axone et de la présence ou non de myéline. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le diamètre de l'axone est important, plus la propagation du potentiel d'action est rapide. Donc, même principe que pour les vannes du barrage, plus leur diamètre d'ouverture est important, plus la résistance à l'écoulement de l'eau est faible, plus l'eau s'écoule rapidement. Eh bien, dans le cas de l'axone, c'est la même chose. Plus leur diamètre est important, plus la résistance au passage du courant est faible, et plus le signal électrique se propage à des vitesses élevées. De la même manière, un axone myélinisé a une vitesse de conduction bien plus importante qu'un axone non myélinisé, dont le diamètre est similaire. Sur cette image, vous avez représenté des axones de différents diamètres, pourvus ou non de gaines de myéline. Donc les plus gros axones myélinisés du groupe 1, qui affichent un diamètre de 13 à 20 micromètres, peuvent propager leur potentiel d'action jusqu'à 120 mètres par seconde, ce qui représente une vitesse de 430 km/h. A l'inverse, les axones du groupe 4, tout à droite, qui sont donc de petits diamètres, 0,2 à 1,5 micromètres, et qui ne sont pas myélinisés, eh bien ils transmettent les potentiels d'action à seulement 2 mètres par seconde maximum, soit 7,2 km/h. Pour illustrer de façon concrète ces différentes vitesses de propagation, sachez que les axones de gros diamètre myélinisés du groupe 1 sont ceux qui transmettent les informations nerveuses issues des récepteurs sensoriels proprioceptifs. Ces récepteurs, ce sont ceux qui vous renseignent à chaque instant sur la position de votre corps dans l'espace. Vous vous rendez bien compte que si vous fermez les yeux et que vous bougez votre bras par exemple, eh bien, vous êtes capable à chaque instant de savoir où il se situe parce que l'information nerveuse transite extrêmement rapidement. Sachez maintenant que les petits axones amyélinisés du groupe 4 sont ceux qui véhiculent les informations nociceptives, donc c'est-à-dire les informations de douleur. J'imagine que vous avez tous vécu l'expérience de saisir une tasse brûlante,
Et j'imagine aussi que vous avez tous constaté qu'il y avait un certain délai entre le moment où vous la prenez dans la main et le moment où vous la reposez sur la table parce qu'elle vous brûle. Eh bien, cela s'explique tout simplement par le fait que les informations nociceptives thermiques transitent à des vitesses beaucoup plus faibles via ces petits axones amyélinisés du groupe 4. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, voici un tableau qui compare la vitesse de propagation des messages nerveux à des moyens de locomotion de la vie quotidienne. Donc pour les plus gros axones myélinisés, les vitesses sont semblables à celles d'un avion en vol. Pour le toucher, l'information nerveuse circule dans votre système nerveux à la vitesse d'une Formule 1, alors que pour la douleur, eh bien, les vitesses sont comparables à celles d'un cycliste ou même à celles d'un randonneur. Mais à ce stade, il y a une question qui subsiste. Pourquoi la vitesse de conduction est-elle plus importante dans les axones myélinisés? Donc, pour rappel, la myéline elle est construite par les cellules gliales, donc les oligodendrocytes au niveau central, et les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. Donc, les différentes gaines de myéline qui parcourent les axones et que l'on appelle des internodes sont des couches de phospholipides espacées entre elles par des nœuds de Ranvier qui sont donc de petits segments d'axones non myélinisés. Lorsqu'un axone myélinisé est stimulé, les canaux Na+ voltage dépendant s'ouvrent au niveau du premier nœud de Ranvier, générant ainsi un courant dans le neurone. Le courant généré, toutefois, ne va pas permettre l'ouverture de canaux adjacents, car les segments myélinisés de l'axone ne comportent pas de canaux et sont isolés électriquement par les gaines de myéline. Le courant, ce qu'il va faire, c'est donc qu'il va voyager sans contrainte, il va sauter sans contrainte jusqu'au nœud de Ranvier suivant pour ouvrir les canaux Na+ voltage dépendant situés à cet endroit. Donc contrairement à la conduction de proche en proche, les potentiels d'action vont donc sauter de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier sans avoir à ouvrir de canaux voltage dépendants tout au long de leur parcours, ce qui va grandement accélérer leur propagation. Donc pour résumer, la conduction saltatoire, elle représente le mécanisme de propagation des potentiels d'action dans les axones myélinisés. On dit qu'elle est saltatoire car les potentiels d'action ils sautent de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. En effet, les gaines de myéline elles constituent des isolants électriques qui permettent au courant de se propager sans résistance et sans s'échapper par la membrane du segment myélinisé. Enfin, les canaux Na+, voltage dépendant, ne sont présents qu'au niveau des nœuds de Ranvier, qui sont donc des sites privilégiés de dépolarisation. Tous ces éléments impliquent que la conduction des potentiels d'action est significativement plus rapide et permet donc une transmission des messages nerveux pouvant atteindre la vitesse d'un avion en vol. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de la pathologie que l'on nomme la sclérose en plaques. Eh bien, sachez que c'est une pathologie qui, justement, touche les axones myélinisés en provoquant une démyélinisation de certains segments axonaux. Cela génère évidemment un ralentissement de la transmission de l'influx nerveux et peut même mener à des ruptures des axones qui, évidemment, empêchent le message nerveux de se propager. La sclérose en plaques, elle peut ainsi mener à des insuffisances motrices, voire à des paralysies, mais également à des sensations anormales en raison de lésions au niveau des fibres sensorielles. Je vous invite à regarder le résumé vidéo de cette partie du cours dans le dossier vidéo.